Bien, bon, ben, du coup, on va commencer doucement, hein. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, il y a une nouvelle année qui se prépare, hein. On vous a mis les rois mages pour vous accueillir, parce que ben, l'Épiphanie, c'était il y a Oui, 3 jours. ouais. Et les rois mages, c'est toujours un heureux présage. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire encore, les plus âgés d'entre nous, sûrement, non? Euh, donc, euh, J'espère, j'espère. donc, il y a un roi qui apporte l'or. Il y a un deuxième roi qui apporte l'encens Ouais, et le troisième qui apporte la myrrhe. ouais, Et en fait, c'est la symbolique qui est intéressante parce que ben, l'or, c'est finalement l'attribut des rois, hein. ouais. Parce que Jésus-Christ, ben, il est considéré comme un enfant tout jeune qui sera un roi. L'encens, en fait, c'est le purificateur, hein, du système. C'est, voilà, on purifie les lieux, on purifie les corps. C'est l'encens qui est donc la symbolique de la pureté. Et la myrrhe, en fait, c'est un parfum et c'est comme une pommade qui vient d'un arbre, hein, d'un arbuste. Qui, alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Comment dire, et la myrrhe, c'est une pommade qui vient en fait d'un arbuste. Et cet arbuste, en fait, il sert à soigner, notamment, et à embaumer les morts, hein. Parce qu'en fait, un bon roi à l'époque, il est embaumé pour conserver son corps, hein, voilà. Donc, on vous souhaite des bons vœux, hein, bonne année à tous. Très, très bonne année 2024. Et Conrad va vous expliquer un peu comment nous, la vache heureuse, estime l'avenir. Qu'est-ce que nous, en analysant un peu monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'était un petit peu l'idée de cette vision Tomber la pomme. de l'entrée. Tomber. On commence assez tôt. On va garder un petit peu l'expertise des visio traditionnels à venir, puisqu'on commence la semaine prochaine avec un expert. Mais l'idée de 2024 et puis de cette petite visio, c'est de créer l'avenir ensemble. Et j'ai pris ça, cette idée, elle vient comment dire, d'un entrepreneur innovant qui a été professeur, Peter Drucker, hein, qui est mort en 2005. Et je trouve sa maxime intéressante. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, hein. Et nous, la Vache Heureuse, on a décidé depuis longtemps avec Anton de créer notre avenir, puisqu'on voyait que l'élevage est un petit peu en difficulté, qu'il n'y a pas de politique d'élevage à proprement parler et qu'on pourrait peut-être faire beaucoup, beaucoup de choses par nous-mêmes pour finalement réussir à survivre au milieu d'un monde un petit peu étrange. Alors, euh, première, donc de quoi on va parler, hein? On va parler de plein de choses, mais on va d'abord commencer par vous présenter toute l'équipe de la Vache Heureuse qui bouge un peu, qui change régulièrement. Notre vocation, c'est rester former des jeunes parce que c'est des métiers compliqués et puis les jeunes ont besoin, c'est notre avenir. Donc finalement, former des jeunes, c'est créer l'avenir, hein. Ça reste vrai. On va faire un petit zoom sur la géopolitique et puis ce qui se passe dans le monde et en France principalement. Voilà, parce que 2024 pourrait être une année avec beaucoup d'annonces et beaucoup de mouvements. Et nous, on va revenir sur le projet de la vache heureuse, sur les fondamentaux et vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qui démarre pour 2024. Alors, l'équipe, vous me connaissez, je ne me présente plus, hein. Anton, peut-être tu peux te présenter. Nos- Anton Zidler, en haut à droite, à gauche, avec Angela, ma fille, à droite, et Conrad qui est au milieu, hein, c'est clair. Et nous trois, nous, fondamenteurs de la vache heureuse et pour l'instant, les gens qui tirent la charrue devant tout le monde, la charrue en image. Voilà. Alors, Céline, qui est ici, c'est une recrue récente. Ça fait
2 ans maintenant qu'elle est avec nous. Ouais, deux Ouais. ans, ouais, ouais. Voilà. Et elle, elle s'occupe de l'accueil et de l'organisation parce que c'est pas toujours facile d'être dans une équipe où l'innovation est toujours présente. Et en fait, elle nous aide à coordonner un petit peu tout le monde, les plannings, parce que il y a des visites, il y a beaucoup d'appels. Il y a la partie, on va dire, LVH Connect et gestion qu'il Ouais. faut suivre quand même au quotidien, hein. Donc, Céline, aujourd'hui, ben, peut-être qu'elle nous écoute ce soir parce qu'elle est chez elle à la maison. Je ne sais pas, il y a Pierre, Pierre Hubert est là, peut-être Pierre, si tu voulais intervenir. Oui, bon, bonjour à tous. Je connais une partie d'entre vous. Je me représente rapidement. Moi, je suis arrivé à la Vachereuse il y a bientôt 2 ans, en même temps que Miguel qui se présentera ensuite. Et donc, j'avais fait mon stage de fin d'études à la Vachereuse, stage de fin d'études d'ingénieur sur le projet Dream Team ABC. Et donc, maintenant, je continue à faire voilà, le conseil de travail à la Vachereuse sur la partie agronomique plutôt, mais tout en cohérence avec l'élevage qui est le cœur du métier de la vache heureuse. Donc, un nouvel arrivant aussi que vous connaissez maintenant, sans doute, c'est Miguel Levalet, mais je le laisse se présenter. Donc Miguel, ben voilà, je suis arrivé effectivement en même temps que Pierre il y a 1 an et demi. Et donc je travaille moi sur le projet Dream Team ABC, dont on va parler Conrad plus tard. Voilà. Et quel est l'objectif de ce projet Dream Team ABC? Donc le projet Dream Team ABC, c'est essentiellement travailler sur les grandes cultures en imitant les modèles prairies. Et on sait qu'en travaille en sol vivant, on arrive assez rapidement par un certain nombre de pratiques à se passer des fongicides et insecticides, mais que la grosse problématique, c'est le désherbage. Donc on fait un gros focus sur le désherbage dans le cadre du projet Dream Team. Voilà, donc on en reparlera, c'est un gros, gros, gros morceau. Et puis, notre dernière recrue, à nouveau un jeune, je dirais, Arthur, si tu peux te présenter, parce que en fait, l'idée, c'était quand même de progresser sur la nutrition à la vachereuse. Oui, donc ben, moi c'est Arthur Claus, pareil que Pierre, je connais un certain nombre d'entre vous, il y en a aussi qui ont participé à mon mémoire de fin d'études. Donc moi, ben, pour la petite histoire, donc je suis arrivé à la Vachereuse il y a 1 an et demi maintenant, c'est vrai que le temps passe vite. Et donc je suis arrivé à la Vachereuse, j'étais en licence, donc production animale à Les d'Angers, spécialisé en vache laitière. Et donc j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur l'impact du rationnement sur la santé des animaux et surtout sur l'économie en comparant des systèmes autonomes, comme on conseille à la vache heureuse, et des systèmes plus traditionnels. Donc, on va caractériser maïs en silage, soja. Et donc, du coup, moi, j'ai continué ma formation sur la nutrition, donc avec Anton, avec Conrad. Je passe aussi beaucoup de temps sur la ferme pilote de la vache heureuse avec Anton, où je pilote aussi le troupeau. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, je suis quasiment, on va dire, j'ai quasiment fini ma formation de nutritionniste. Et donc, je conseille sur le terrain les agriculteurs, je fais leur ration et je les emmène vers on va dire, une augmentation de leur rentabilité par la nutrition. Et donc voilà. Donc voilà moi ce que je fais à la vache heureuse. Donc ça fait 1 an et demi que je suis là et ça fait maintenant, on va dire, 5, 6 mois que je suis vraiment sur le terrain à faire des rations avec les agriculteurs. Merci, merci Arthur, hein. Et en fait, avec Anton, on pense que jusqu'à présent, ça nous manquait peut-être un expert en nutrition. Ouais, ouais. Je sais pas quelle était vraiment l'idée parce que Ben, je sentis qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui veulent aller plus loin maintenant. Moi, des robots qui se mettent en place dans beaucoup de fermes, surtout chez les jeunes. Et avec les robots, c'est vrai, nous peut pâturer et aller chercher l'autonomie au bloc. Ça, c'est une chose. Mais il y a beaucoup qui sont poussés, qui essayent à pousser ça un peu plus loin. Et nous, avec tout ce qui nous a fait jusqu'à maintenant au niveau logiciel, c'était un peu juste. Et on n'a pas le temps après. Nutrition, c'est quand même, il faut aller 4 5 fois par an sur la ferme pour ça. Et Arthur est aujourd'hui armé, équipé, je veux dire, pour faire ça sérieusement avec des bons résultats derrière. Voilà.
Donc, l'idée, c'est de faire progresser du système maîtrisé à l'autonomie qu'on avait bien en place jusqu'à finalement de la haute productivité dans les troupeaux. Alors, peu importe, je pense que ruminants, chèvres, brebis, vaches, il y a pas de souci. On pourra tout Vache passer, allaitante. vaches allaitantes aussi, On reste. et engraissement de taurillon. En fait, on reste, c'est de la nutrition qui doit être dans la performance de l'autonomie en protéines avec les ajouts et les intrants qu'il va falloir. Alors, du coup, un petit zoom rapidement pour se mettre dans le bain. 2024, c'est un monde étrange qui se présente à nous. D'abord, on a des élections américaines. Alors, on ne sait pas ce qui se passera dans le cafouillage des médias américains et des jeux de pouvoir, mais Donald Trump pourrait être interdit d'élection, mais il est toujours dans la course et quasiment premier de tous les prétendants. Donc, on voit bien que l'élection américaine va nous réserver des surprises et peut-être ça aura des conséquences assez importantes en géopolitique. L'autre débat, c'est le monde arabe qui a complètement explosé à la fin de l'année dernière et où on pourrait voir une guerre généralisée entre tous les adversaires d'Israël se mettre en place, hein. On voit déjà le Hezbollah, donc les Palestiniens pourraient se révolter. Bon, et puis on a aussi à l'intérieur même d'Israël des gros, gros problèmes politiques où le chef d'État est quasi désigné comme un criminel. Donc, c'est une situation explosive au niveau social. Et finalement, l'autre gros sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est l'Ukraine avec la mainmise de Poutine qui a mis en place une guerre contre l'OTAN, hein. Donc, après, on en pense ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'on est en guerre. Moi, j'écoute un webinaire. Et je vous ai mis donc du coup une photo de Mahmoud avant et après les bombardements. Donc j'aimerais pas trop y vivre dans ce pays-là. Et on voit que Poutine, il a fait quelque chose de très particulier. Depuis une vingtaine d'années, il construit les trois P de l'autonomie pour la Russie. Le P du pain, et donc il a remis son agriculture debout. C'est le premier exportateur mondial de blé aujourd'hui. Donc il pèse quelque part. Il a aussi beaucoup de pétrole et d'énergie. Donc, de ce point de vue-là, il est tranquille, il n'a pas à s'en faire pour la pénurie. Et il nous montre que, somme toute, il a une police et une armée efficaces. Donc, on peut peut-être le critiquer, mais peu importe, il est capable de gérer la paix chez lui, hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, grâce à ces trois P, ben, il est autonome et on ne l'embêtera pas trop. Et c'est ce qui nous montre un petit peu dans ce conflit avec l'Ukraine. L'autre gros débat du monde, c'est que face un petit peu à ces remous, on est très dépendant du commerce avec une volatilité énorme des prix. On est dans un risque majeur de rupture d'une chaîne logistique. On le voit avec ce qui se passe actuellement au Yémen, où les Houthis, en fait, ils balancent des missiles sur les navires et donc tous les navires font le tour de l'Afrique. C'est plus long, plus cher et approvisionnement moins fiable qu'en passant par le canal de Suez. Donc, on voit bien que ça va être compliqué. L'Europe est toujours très dépendante de l'énergie. Et puis, finalement, avec les rétorsions, on n'y a pas gagné, puisque Poutine, finalement, a un revenu à la hausse. Et l'Occident est en phase, on va dire que les théories du néolibéralisme qui sont arrivées et appliquées avec Margaret Thatcher et tous les dirigeants qui ont suivi, qui ont privilégié le commerce, eh bien, on pourrait être quasi mal disons, une Occident détruite et mal engagée. Donc ça, c'est les propos de, si vous écoutez Emmanuel Todd, il a une analyse très, très, très sévère du néolibéralisme, où il montre que finalement, en fait, il y aura sans doute un retour de bâton qui pourrait être important. Et puis, le dernier problème qui nous arrive en 2024, mais qui n'est pas nouveau, c'est qu'on est en plein changement climatique et on voit bien que le temps, il va être à des saisons sèches et des saisons humides et que ça sera peut-être pas si facile que ça à gérer. Et on pense que là aussi, les analystes qui travaillent sur le réchauffement climatique
ils en imputent une très grosse responsabilité à cette économie libérale qui est uniquement sur le commerce et où toutes les règles ont été dérégulées. Donc, il n'y a pas de règles réellement. Donc ça, c'est le contexte, c'est les certitudes et elles vont durer, ça risquerait peut-être de durer encore 2 ou 3 ans. Donc il faut vraiment se mettre dans ce contexte de crise. Et cette crise, quand on la regarde du côté agricole, on devine qu'il pourrait y avoir des tensions malgré que. Alors, ce qui est sûr, c'est que une grande partie du blé de l'Ukraine revient en Europe parce qu'elle vient par la Pologne et l'exportation par la mer Noire va être compliquée, avec la guerre notamment. Et donc, il y a une pression à la baisse sur les prix européens du blé, puisque c'est la première céréale qui va être commercée. La Pologne en est déjà victime. Et en Ukraine, malgré la guerre, les paysans ont gardé une capacité à produire, mais avec un changement majeur qui va arriver cette année. C'est-à-dire, on aura des prix bas à la vente et des coûts d'intrants élevés en Ukraine. Ce qui fait qu'on pourrait assister à une baisse de la production en 2024 des Ukrainiens. Mais malgré tout, le flux à la baisse des cours est là. On voit que les stocks mondiaux sont à la hausse. C'est 1,5% de blé en plus ou de céréales tout confondu en plus. Ça vient principalement de la Russie aujourd'hui, c'est ce qu'il faut quand même savoir. Et puis la FAO estime que son stock de sécurité, il est un petit peu faible, il est à 14% et qu'il faudrait 18 pour être en grande sécurité pour l'alimentation mondiale. Donc là aussi, on va voir que, en fait, s'il y a beaucoup de stocks de céréales, on a plutôt des blés, des céréales fourragères, parce que beaucoup de céréales ont été déclassées avec les conditions météo de la récolte 2023. Donc, ça baisse les prix et c'est un avantage, en fait, pour l'élevage. On pourrait avoir des prix compétitifs pour les éleveurs. Et donc ça, il faut le surveiller parce que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Nous, on devrait essayer de se positionner et de surveiller cette problématique-là parce que ça pourrait nous aider énormément. On peut traiter des céréales en plus et pourquoi pas acheter des lots de céréales secondaires ou même du blé déclassé de bonne qualité parce que c'est pas parce qu'il est déclassé sur ses protéines qu'il est de mauvaise qualité pour les élevages. Et puis, une alerte qui est déjà donnée par la FAO, c'est qu'on va être en pénurie de blé meunier. C'est globalement les blés de qualité, c'est ceux qui manquent dans le stock alimentaire. Et là, justement, on voit que les tendances à long terme du marché interne, si vous vendez le blé pour en 2025, le prix reste relativement demandé. Si vous êtes capable de faire 12, 13 de protéines, ben, il a de la valeur. Donc, c'est très, très contrasté, mais c'est intéressant parce que finalement, l'élevage pourrait avoir comment dire, quelques avantages et quelques cartouches à récupérer. Toujours l'état du monde, et donc c'était le zoom sur la Russie et sur le discours des méthodes. Globalement, ce qu'on sait, c'est que le PIB est un très, très mauvais indicateur de l'économie. Pourquoi? Parce que le PIB, c'est l'argent qui est quelque part utilisé dans un pays. Alors même si vous détruisez beaucoup de maisons parce qu'il y a eu des orages, de la grêle et des inondations, cette destruction, c'est de l'argent d'assurance et de la réparation qui fait de la valeur, donc qui augmente le produit intérieur brut d'un pays, alors que ça se fait sur de la destruction. Et donc ça, c'est pas toujours synonyme de richesse quelque part. Et donc la Russie, elle réussit un exemple parfait qui illustre la non-valeur du PIB. Elle n'a que 3% du PIB mondial, ce pays, cette grande nation. Et donc, avec 3% du PIB mondial, elle est capable de mener la guerre, de résister à tout le monde. Ça ne lui pose aucun problème que la totalité de l'Occident amène des armes en Ukraine ou ailleurs. Elle est capable de gérer la guerre, globalement. Et donc, quelque part, c'est une espèce de bloc qui va résister au modèle de l'économie néolibérale. Et du coup, je vous ai mis les pères du néolibéralisme. Si ça vous intéresse, il faut lire un petit peu tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Ils ont théorisé dans les années, on va dire,
On est autour des années après-guerre, là. C'est là que ça s'est fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Le marché, en fait, il peut être surpuissant, hein. Ils ont milité pour que ce soit le marché qui soit présent partout, omniprésent, que la concurrence, elle doit être libre pour le marché, mais il faut qu'elle soit quelque part dérégulée, c'est-à-dire qu'on va faire sauter toutes les règles de protection des États, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, les syndicalistes, ben, ils n'ont pas trop de poids dans ce marché puissant, puisque s'ils ne sont pas d'accord, on leur enlève les usines et on les envoie ailleurs. Donc, finalement, on voit apparaître la dérégulation qui profite en fait au capital, hein, et c'est le capital des grandes entreprises globalisées qui en bénéficie le plus, hein. Et ça a toujours été vrai au détriment du capital local, je dirais, de l'entrepreneuriat local, hein, des petits capitalistes. Si on peut dire que la vache heureuse est un capitaliste dans ce genre de pratique, hein. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se déséquilibrer énormément. C'est le cas actuellement. On constate que cette théorie économique, alors ça c'est Emmanuel Todd, hein, qui le dit, ça détruit la société occidentale parce qu'en fait, ça sacrifie la capacité à produire sur l'autel du commerce tout-puissant. C'est-à-dire que quelque part, on ne produit plus rien et en fait, on part du principe que c'est là où c'est le moins cher à produire que ça doit être produit pour maximiser les profits de ces grandes entreprises capitalistes qui, en plus, ont la capacité de distribuer sur toute la planète. Donc voilà un petit peu comment est construit le néolibéralisme. Donc ça, c'est problématique, justement, parce qu'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète qui veulent tous vivre dans leur pays, de leur production et de leur commerce local, finalement. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir un problème. Et finalement, tout ça, ça amène des incertitudes énormes qui sont arrivées. Donc, changement climatique, mais qui est aggravé par cette intensification énorme du commerce, qui génère énormément de gaz à effet de serre, les transports, hein. L'énergie fossile, qui finalement est présente dans certains pays et pas d'autres. On voit bien le problème de l'Allemagne en Europe aujourd'hui, hein. Il n'y a plus de gaz, ben, c'est compliqué pour eux, et ils n'ont pas le nucléaire, et ils ont été depuis toujours anti-nucléaires, mais nous, les Français, on a au moins encore le nucléaire, mais finalement en très mauvais état, hein. Donc, on voit bien que l'énergie, ça va être un vrai problème. On a des coûts d'intrants et de disponibilité qui vont être aléatoires puisque toute l'azote quasi est importée, sauf un petit peu d'ammonitrate qu'on produit. Mais c'est vrai pour les pesticides, c'est vrai pour beaucoup de semences, c'est vrai pour plein de choses. La mécanisation, les pièces, l'inflation qui est arrivée, le prix de vente des produits qu'on ne maîtrise pas. Et puis on a un problème, c'est l'âge des paysans. Et ça faisait déjà partie de notre réflexion en 2023. Et on pense que le message clé, c'est sécuriser la prod, hein. C'est la question, c'est est-ce que la politique va réagir, hein. Donc voilà un petit peu comment on peut brosser l'état du monde, hein. Donc on sait où on met les pieds, il n'y a pas de surprise. Et donc nous, on va se mettre dans une capacité à produire et à sécuriser la production. Alors l'idée de la production, ce qu'on fait à la vache heureuse, c'est un petit peu la réorganisation des assolements. Et en fait, l'idée, c'est de gérer le risque. Et pour gérer le risque, c'est le maître mot de l'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autonomie quand on a des vaches? Eh bien, en fait, un UGB, que ce soit des chèvres, peu importe le ruminant, pour être autonome en production, il va lui falloir 5 tonnes de fourrage vert riche en protéines et 2,5 tonnes de céréales. Et avec ça, vous pouvez commencer de la haute productivité. Ben, si vous avez 100 vaches, il vous faut 500 tonnes de fourrage vert, des matières sèches, hein, et 250 tonnes de céréales. Et ça, vous le faites avec 71 hectares dans un système où vous avez 41 hectares de métail, trèfle violet, avec 30 hectares de céréales, et vous assolez le tout. Ça veut dire que vous êtes en culture principale, 8 tonnes de céréales récoltées et 12 tonnes de matières sèches sur les métails et les trèfles violets. Donc, il vous faut 71 hectares pour être autonome pour 100 UGB vaches laitières. Il faut à peu près 65 hectares si vous savez intensifier avec de la double culture maïs-métail à 5 tonnes de matière sèche
plus 10 tonnes de maïs épi. Et avec ça, vous avez 40 hectares de prairies, mais bonnes, productives, enfin très productives, à 10 tonnes de matière sèche. Et on voit bien qu'entre 65 et 70 hectares, on va coller de l'autonomie à un bon niveau de production. Vous allez aller tourner entre 25 et 30 litres de lait avec ça. Et puis maintenant, si on prend le cas extrême du maïs en silage, je n'ai que 40 hectares, je peux aussi nourrir 100 vaches laitières. Mais je serai obligé, pour équilibrer la ration avec du soja, d'acheter quasi 50 hectares de soja à l'extérieur, à 30 quintaux l'hectare de soja, qui est le rendement moyen dans le monde. Ça veut dire que j'ai besoin de 90 hectares, en fait, pour nourrir mes 100 vaches, et que plus de la moitié, c'est une part énorme de risque que je prends dans mon système de production. S'il y a une grande sécheresse en Amérique du Sud, allez, je ne sais pas, en 2024 peut-être, avec El Niño qui arrive, hein, mais peut-être en 2025 ou 2026, on ne sait pas, mais avec le réchauffement climatique, ça pourrait arriver, ou une très mauvaise récolte de maïs. Imaginez que je sois obligé d'acheter et le maïs et le soja, hein. Et donc, la part du risque devient énorme. Et cette part du risque, si en plus la société mondialisée néolibérale n'assure pas ce qui est en train d'arriver, elle ne va pas assurer, hein, parce que c'est, faut pas se leurrer, hein, le système craque de tous les côtés. On ne fait pas impunément de la pauvreté à travers le monde. Hein. Eh bien, à un moment donné, ben, on va dire que le système maïs en silage de soja, il est sans doute mort-né à partir de maintenant. Alors, la France, c'est un pays compliqué dans ce vaste monde perturbé. La France, elle a des prétentions. Elle affiche ça sur ses sites Internet. Je vous ai mis les liens, vous pourrez télécharger la présentation, hein. C'est France Nation Verte. Le slogan, voilà, le maire, on voit bien, c'est un ministre qui en veut. Il est actif politiquement parce que en fait, l'État va entamer une pression politique énorme sur les prix industriels. Et on le voit bien actuellement dans toutes les négociations avec les producteurs et les OP pour le lait. Eh ben, en fait, les industriels nous mettent les prix à la baisse parce que c'est une commande de l'État pour faire plaisir au grand capital commerçant. Et donc, ça va être compliqué et on voit bien que le ministre de l'économie, il est à la manœuvre. Et puis, dans ce grand pays, cette nation verte qui se prépare, en fait, on a fait de la planification écologique. C'est le grand message de Macron qui a été donné en septembre. Et finalement, on a eu un plan biodiversité en octobre et l'agriculture, ici, là, pendant les vacances de décembre, le 21-12 de 2023, nous a préparé 7 mesures pour l'agriculture en faveur des mesures pour la planification écologique. Alors, ça nous intéresse beaucoup de voir s'il y aura des retombées vraiment pour l'agriculture là-dedans. Donc, avec Anton, on a passé un petit moment à analyser ces 7 mesures pour l'agriculture, puisque c'est tombé tout frais avec le Nouvel An et le réveillon sur la table, globalement. Donc, le buffet était bien garni, hein, pour le réveillon. Donc, allez, hop, youpi, youpi, il y a 800 millions d'euros qui vont être engagés dans la planification écologique de l'agriculture entre 2024 et 2030. Voilà. Et puis, ça se décline, hein, les chiffres ont été donnés, 100 millions, 110 millions pour planter 50 000 kilomètres de haies, 100 millions pour le plan protéines. Alors ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est directement dans le plan protéines. On fait le plan protéines avant que ce soit une politique d'État, si vous voulez, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le plan protéines? On va favoriser les cultures riches en protéines. Euh, et en fait, on voit que ce n'est pas tellement la luzerne ou le trèfle ou le métail qui va être favorisé, mais ça va être les pois chiches, parce qu'il ne faut plus manger de viande, mais il faut manger du soumous, hein, ou du houmous, hein, voilà. Donc, on va favoriser des protéagineux, des pois protéagineux, etc. Et peut-être du soja. Donc, on va vouloir en Picardie cultiver du soja. Ça va être un petit peu compliqué à mon avis, mais l'argent va aller dans des programmes de
qui favorisent les cultures riches en protéines. À chaque fois qu'on a eu une prime pour produire des fourragères, on nous les a enlevées petit à Ouais. petit. Hein. Donc, on ne se fait même pas trop d'illusions. Et puis, c'est bien dit dans le deuxième item du plan protéines, c'est le soutien aux filières qui valorisent les cultures. Et c'est un soutien de R&D, hein, principalement. Donc, du coup, je ne sais pas si avec nos projets autonomes, on sera considéré comme des partisans et des acteurs de la R&D, de l'autonomie en protéines. Donc, on voit bien que ça va aller dans les centres de recherche, à Arvalis, à la GPM et ailleurs, dans les COP et dans les grands programmes qui sont déjà en fait en place, hein, puisqu'il y a déjà un plan protéines en France. Ouais. Ensuite, on va soutenir l'agriculture biologique qui est en crise énorme. Et en fait, on n'a pas mis d'argent là-dessus. C'est très curieux. Il n'y a que 10 millions d'euros qui arrivent en plus pour finalement faire de la com et alimenter le fonds Avenir Bio. Donc, autant vous dire que dans la planification écologique, l'agriculture bio, elle n'est pas du tout concernée quelque part. On ne Ouais. fera rien de plus que ce qui existe actuellement. On a 32 millions qui vont nous servir à faire des diagnostics et principalement pour un pacte d'orientation pour le renouvellement des générations. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais comme la moitié des paysans vont partir d'ici 2030, C'est ben, il sûr. va bien falloir renouveler des générations. Et donc, on va faire des diagnostics pour savoir qui part, est-ce que la ferme est reprenable, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien rentrer. En gros, je le vois comme ça, hein, ce mot-là. Mais on ne fera pas grand-chose avec, 32 millions d'euros. Les fonds Ecophyto, ils ont été énormément alimentés. Il y a 250 millions qui vont être déversés dans l'Ecophyto d'ici 2030 et notamment 146 millions qui vont être disponibles pour un truc qui s'appelle le Parsada via une AMI. Hein. Donc là, si vous savez parler fonctionnaire, hein, il va falloir qu'on vous explique ce que c'est parce que c'est pas avec ça qu'on apprend le français à l'école, je dirais. Donc, on vous a préparé un petit peu la présentation de ça. L'agriculture va être décarbonée. On a mis 80 millions dessus. Et pour décarboner l'agriculture, on va donner des subventions à des machines qui émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, on va mettre de l'argent, des subventions pour avoir des serres moins consommatrices d'énergie, par exemple, ou pour des outils de stockage moins consommateurs d'énergie, ou pour des épandages de lisier et de fumier qui mettent moins de GES dans l'atmosphère. Par exemple, les pandillards, Ouais. assez bien connus pour nous, ou les épandages sans tonnes. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a à peine 80 millions d'euros pour les 6 prochaines années. Donc, autant vous Beaucoup dire qu'on ne plus. fera pas grand-chose. Et ensuite, le reste de l'argent, il reste à peu près 220 millions d'euros dans les programmes. C'est pour faire des filières alimentaires territoriales. Hein. Et donc, l'idée, c'est que chaque grande ville soit adossée à un territoire agricole qui lui confère de l'autonomie alimentaire au cas où il y aurait une crise. Et là, c'est les fruits, les légumes et les vergers qui vont être privilégiés, hein, globalement. Donc voilà, on voit déjà que l'argent, il n'ira pas forcément à la production agricole. Hein, et c'est ce qui se passe quand on va un tout petit peu plus loin, quand on analyse un petit peu le jargon qui a été utilisé. On comprend que tout ça, ça va animer les appareils et les structures déjà existantes qui sont finalement l'antichambre de l'État, ça va être l'INRA, ça va être les instituts, ça va être des groupes et des projets coopératifs ou des choses comme ça, des gros programmes dans des gros machins. Hein, et on n'est pas du tout sûr qu'on arrivera avec des obligations de résultats. Puisqu'en fait, on va nous dire fais ci, fais ça, mais globalement, on ne sait pas du tout si c'est des choses qui vont fonctionner. Aujourd'hui, personne n'est capable d'amener un projet de séquestration de carbone aux paysans et un projet de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On voit bien que pour les vaches, ça va se terminer par il faut tuer toutes les vaches pour ne plus émettre de méthane. Et donc, ça va être un petit peu compliqué. Et le fameux jargon administratif, le PARSADA, c'est un plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. Voilà.
Et si je veux bénéficier des millions du plan Ecophyto, 146 millions sont fléchés sur cette action-là, je dois répondre à un appel à manifestation d'intérêt, hein, donc monter un projet pour finalement ne plus utiliser des pesticides. Alors finalement, moi, ça m'intéresse à la vache heureuse puisque on a une Dream Team ABC qui travaille là-dessus. Et on se rend compte que d'abord, ça intéresse personne, hein. Il n'y a que les agriculteurs qui s'intéressent à la maîtrise des pesticides, je dirais. L'État, on a mis tout sur Internet, on forme des gens, ça, on a fait des tutos sur Internet, ça intéresse personne. Donc c'est assez curieux. Donc on va bien voir, peut-être que la vache heureuse devrait monter un appel à manifestation sur le dossier Parsada, hein, on ne sait pas, mais on n'était pas trop taillé pour ça. En théorie, ça doit permettre l'accompagnement des agriculteurs pour une démarche vers moins de pesticides. Les démarches seront territorialisées, donc copilotées avec les régions, dans lesquelles on fera des COP. Donc, vous connaissez la COP 21, et puis là, on vient de finir la COP 28. Donc, on fera une espèce de grosse réunion régionale en faveur du climat où tout le monde va s'exprimer, mais finalement, on voit bien que les COP, elles n'amènent aucun résultat. Donc, ce sera pareil dans les régions. Si on fait des COP, ça sert strictement à rien. C'est gaspiller de l'argent pour rien faire. Et dans le plan biodiversité, on revient avec deux mesures qui nous intéressent. C'est le maintien des prairies permanentes. C'est la mesure 24. Donc, à partir de 2024, dans cette mesure-là, il sera strictement interdit de détruire des prairies permanentes. Hein, c'est que ça va quasi se retrouver sanctuarisé. Quand on lit en travers les lignes, on est un petit peu inquiet. Et puis, il y a une autre ligne qui s'appelle la mesure 26, qui est la restauration et la protection des sols. Et je vous ai mis en dessous le petit lien à cliquer. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la mesure avec tout ce qui est, comment dire, la fiche de la mesure. Et en fait, on voit que on va contrôler l'urbanisation, on va contrôler la qualité des sols, on va faire en sorte que le cédant, il cède un sol en bon état, mais on va déterminer ce qu'est le sol en bon état. Donc, en fait, tout l'argent va aller à des systèmes d'audit et de mesures et de contrôle. À un moment donné, faire de la terre fertile, ça va être compliqué puisque on sait pas on sait même pas ce que c'est en fait dans la fiche technique quand vous allez l'ouvrir. Et donc, on est très, très, très inquiet de cet état des lieux un petit peu. On voit que la politique de cette transition écologique, de cette planification, elle n'amènera rien de concret pour nous, agriculteurs. Ben, tu veux bien dire, c'est des audits en plus tout le temps. C'est ce qui va arriver, probablement. Des audits mais il n'y a pas d'obligation de résultat. On ne sait pas où il faut aller, Non. finalement, concret. Non, on On ne aura, sait pas mesurer. tu auras un audit pour le sol, tu auras un audit pour les GES, tu auras un audit pour les nitrates, hein, d'accord? Tu auras un audit pour les phytos, hein, et à un moment donné, tu auras l'Agence française de biodiversité qui peut tout contrôler. Mais en fait, tu sais absolument pas quelles sont les pratiques agricoles à mettre en place pour résoudre le problème des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique et tout le reste. Mais finalement, nous sommes un peu pareils comme aujourd'hui. Si tu veux vendre une maison, tu es obligé de faire des audits obligatoires, que tout le monde se fout. Il y a des amiantes. Si c'est l'électricité en normes, si c'est voilà, si c'est problème sur un terrain qui perturbe le sol ou n'importe, mais c'est des données. Tu peux rien faire, tu ne peux pas changer. Que là, si c'était mesure claire, avec un objectif clair où il faut aller, vous comprenez bien. Oui, mais Et là, les audits, c'est un gros avantage. c'est quoi? Mais si tu regardes ta maison, tu sais, l'audit Ouais. électrique, l'isolation, je sais pas quoi. En Bretagne, on a la radioactivité maintenant. Ouais, aussi, ouais, ouais. Donc, le risque sismique et tout Ouais, en passe, c'est des meilleurs. Et en fait, si ta maison est mal classée, elle a perdu de la valeur. ouais. Donc, les audits, ça sert à ça. Ça sert à faire perdre la valeur. Bon. Mhm. Et donc, ceux qui ont bien travaillé seront peut-être bien classés, mais comme c'est l'État qui fixe les règles, hein, il n'a peut-être pas intérêt à ce que nos fermes prennent de la valeur. Bon. Il a peut-être intérêt à ce qu'elles soient déclassées en valeur.
Donc, en fait, on est quasiment sûr que comme il n'y aura pas d'obligation de résultat, ben, en fait, notre projet de transition énergétique et ou de, comment dire, de planification écologique, il aura sans doute zéro résultat. Donc, bon, ben, on est averti, donc voilà, on va vivre notre vie en dehors de tout ça. L'idée, c'était de revenir aux fondamentaux de la vache heureuse. Donc, les fondamentaux, c'est une phrase, hein, vive le rendement maximum du végétal, point. Enfin, voilà. Et que je sois bio ou pas bio, c'est peu importe, c'est ça qui doit nous rentrer dans la tête, parce que c'est ce que nous montrent les plantes. Les plantes, elles essayent de produire le plus possible avec le moins possible, et ça s'appelle un arbre. Donc, et quand on le regarde comme ça, on dit, ah ben, il est quand même pas mal, hein, il est fort cet arbre-là. Et finalement, pour nous, la thématique, c'était le sol vivant, parce que le sol, c'est l'entité de recyclage. Hein, et en fait, ce sol vivant, il permet de nourrir jusqu'à 5 fois quelque chose autour de nous. Donc, en fait, on va donner à manger au sol. C'était la grande idée d'Anton, la ration des vaches avec la ration du sol. Et en fait, on sait que quand on va nourrir le sol, et principalement avec des fibres, parce que c'est ça qui compte le plus, avant le fumier, le digestat et le lisier, eh bien, ces fibres, elles nous produisent l'environnement et la biodiversité. Notamment, ben, on a vu arriver très vite des vers de terre, des carabes, des limaces qui nous embêtent des fois, mais on voit arriver de la biodiversité. Ensuite, on peut nourrir des animaux. Hein, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis, avec le fumier des animaux, et si on a une très grosse production végétale, on pourrait en plus produire de l'énergie. Donc, on pourrait faire du solaire sur nos bâtiments, mais on pourrait faire du méthane et peut-être ben, de la biomasse qui pourrait aussi faire de l'énergie, mais qui pourrait faire, comment dire, beaucoup plus que ça, parce qu'on pourrait faire des biomatériaux avec toutes ces plantes-là, mais on a donc le retour des haies en complément de nos cultures, donc on a une vraie richesse à créer avec le bois, et on a des biomasses dédiées comme le miscanthus qui aujourd'hui sont relativement bien maîtrisés, qui fonctionnent bien. Et puis la dernière ration qu'on pourrait produire sur une ferme, c'est de la chimie verte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait peut-être encore des coproduits de notre biomasse produite, hein, parce que c'est biomasse maximum, et on pourrait rentrer dans des projets de cracking du végétal, puisqu'on peut sortir de la lignine du bois, on peut sortir de la cellulose, on peut démolir de la matière organique pour en avoir des sucres, des cols et tout un tas de matériaux qui pourraient servir à la société. Et donc, on voit bien qu'on va rester dans cette idée du rendement maximum du végétal. Pour que ça fonctionne bien dans les fondamentaux, c'est une couverture à 100% du sol toute l'année, parce que c'est photosynthèse, 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 il faut que ça pousse. Voilà. On va réduire ou supprimer le travail du sol parce que c'est une perte de temps, d'argent et d'énergie, en gros, et ça détruit l'environnement, la biodiversité. Hein, c'est l'outil qui détruit les habitats, en gros. Hein. Donc, on raccourcit les délais, semi-récolte, et puis après, récolte semi. Hein, c'est immédiatement. Et en fait, on a des tandems de mise en culture qui sont récolte semi, et non plus semi-récolte et rien entre les deux. Donc, on occupe le territoire, ça donne naissance à l'agroécologie et en fait au développement durable. Le développement durable, c'est je produis, j'utilise, je recycle. Parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien et ça fonctionne éternellement. Si ben, je produis, j'équilibre la production de biomasse avec son utilisation et son recyclage. Et on voit bien que la plante, elle a inventé le développement durable il y a 300 millions d'années et qu'on n'a rien, on n'a rien à lui envier, on ne fera pas mieux sur la planète, globalement. Donc ça, c'est le fondamental, les sols vivants. Avec les fondamentaux du sol vivant, il arrive l'autonomie des troupeaux. Donc, les troupeaux, qu'est-ce que c'est? C'est dans un pédoclimat donné, il y a de la SAU et des UGB. Voilà. Pour chaque UGB, j'ai besoin de 5 tonnes de matière sèche de fourrage riche en maté, de 15 à 20, parce que si j'ai des chèvres et des brebis laitières, eh bien, aller chercher 20% de protéines, c'est important. 2 tonnes et demie de céréales si je veux aller dans la très haute productivité. Il me faut de l'équilibre minéral là, pour gérer ça.
On sait qu'on va pouvoir naviguer de 25 à 28 litres selon un petit peu les pédoclimats et la performance. Ça redessine complètement les assolements. On a eu un aperçu tout à l'heure avec la gestion du risque. Et finalement, on donne l'autonomie au sol. Il faut nourrir le sol. Et on aura finalement, dans ce cas d'école de la vache heureuse, le basique de chez Basique, on va nourrir deux fois. Une fois la vache et une fois le sol. Hein. Et finalement, on se rend compte qu'on pourrait rentrer, nous, dans le plan protéines si on voulait le faire comme ça. Et donc ça va être un vrai débat. Je ne sais pas trop. On va essayer de progresser en 2024 pour voir si la vache heureuse pourrait se développer à l'intérieur du plan protéines avec des partenaires, pourquoi pas publics ou semi-publics, mais ça reste un défi majeur compte tenu de l'emballage qui a été donné. L'autre fondamental de la vache heureuse, c'est sécheresse et climat. On voit que depuis 2015, on a eu beaucoup de sécheresse d'été, etc. On a appris à les gérer. Hein. Donc, il y a quatre grandes idées. Il faut anticiper la sécheresse. Et même maintenant, s'il pleut cet hiver, on va préparer la sécheresse du mois de juin, juillet, août. Si elle n'a pas, tant mieux. Mais si elle est là, il vaut mieux l'anticiper. Et on sait qu'on a appris à faire ça. Donc, il faut être prêt psychologiquement déjà, et puis ensuite les intrants, les semences, etc. Tous les semis se font en sol sec dès la récolte. C'est le moins possible de temps mort. Je récolte les céréales, je sème. Et on a des starters aujourd'hui spécial sécheresse. Et alors, on vous a mis une petite photo qui est un photomontage de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Dust Bowl dans la Corn Belt, donc ça veut dire dans le système céréalier américain. Eh bien, Dakota du Nord et du Sud, eux, il y a 70 ans, ils avaient la désertification en place à cause du travail du sol. C'est vraiment comme ça que tombe le diagnostic. Ce n'est pas les pesticides ou quoi que ce soit, c'est vraiment le travail du sol. On a détruit les prairies pour des bisons, hein, globalement. Et aujourd'hui, avec le semi-direct sous couverture végétale, eh bien, ils sont capables de réussir toute leur culture, de restaurer les sols. Et ils ont appris à anticiper et à gérer la sécheresse, globalement. Et donc, ces agriculteurs-là, aujourd'hui, on a des photos satellites qui nous montrent que sur le Dakota du Nord et du Sud, la température moyenne de ces deux grands États de la Corn Belt et du nord des États-Unis a baissé de 2 degrés. C'est-à-dire, plus vous végétalisez, plus il va faire froid, hein, globalement. Et donc, voilà, c'est 70 ans de projets d'agriculteurs américains qui ont mis ça en place avec leurs techniciens. Donc, ils ont pas demandé que quelqu'un le fasse à leur place. Ils se sont mis au boulot. C'est-à-dire, ils ont créé un autre avenir possible que celui du désert. Voilà. Un autre fondamental pour la vache heureuse, c'est l'économie. Hein. Et en agriculture, on oublie toujours l'économie parce qu'on n'en connaît pas sa règle principale. Quand vous êtes producteur, hein, vous avez une contrainte. C'est-à-dire que c'est les autres qui font le prix. C'est-à-dire c'est le prix du marché qui est imposé par la société aux producteurs. Alors c'est vrai pour les agriculteurs, mais c'est vrai pour tous les producteurs. Que je fasse des pièces de mécanique pour Renault, c'est Renault qui impose le prix. Hein. Et moi, je dois me débrouiller avec mes salariés, mon entreprise et mes charges pour y arriver. Hein. Et donc, euh, et donc, voilà la règle économique, c'est le total des charges de l'entreprise qui va être divisé par la quantité produite. Voilà. Et ça vous fait un coût de production à l'unité. Et ce coût de production, il est toujours différent, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, du prix du marché imposé. Et donc, il y a deux grands cas de figure. Si mes charges augmentent et mes quantités produites baissent, hein, eh bien, je pourrais avoir un coût de production unitaire à la hausse et du coup, je ne pourrais pas être sur le marché parce que on pourrait m'imposer le prix. Et si je prends l'agriculture biologique en 2023, c'est typiquement ce qu'a appliqué la société. Elle a fait baisser le prix et nous, avec des coûts de production élevés, peu de production et beaucoup de charges, en fait, on s'est retrouvé coincé. Hein, et ça, c'est la société qui impose. Alors, ça s'appelle le néolibéralisme, le commerce, le machin, le centre Leclerc, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le mécanisme. Et donc, on n'a pas le choix. Le travail qu'il faut faire en permanence quand on est dans l'entreprise, quand on est dans la production, hein, c'est
je dois baisser les charges, c'est-à-dire que quand l'azote devient cher, par quoi je le remplace? Hein, Dilué, ouais. là, ou diluer des charges. Et en fait, je baisse les charges et je vais les diluer dans une quantité produite qui augmente. Et ça me permet de baisser mes coûts de production et d'être finalement plus en adéquation avec ce qui va être imposé. Et ça, c'est une espèce de course à l'échalote, parce qu'à un moment donné, si vous avez réussi, que vous êtes meilleur que les autres, ben, au bout de 10 ans, tous les autres savent vous copier, et à un moment donné, ben, le prix de la société craque, il baisse. Hein. Et donc, c'est une espèce de course à l'échalote qui ne peut durer que s'il y a des innovations importantes qui viennent dans le système. Et donc, s'il n'y a pas d'innovation, le système est condamné à mort. Donc ça, c'est les fondamentaux de notre économie de producteurs, mais dès que vous êtes à la production, vous avez ce genre de raisonnement, il faut l'acquérir d'emblée. Et puis le dernier fondamental qu'on gère à la vachereuse, c'était la maîtrise et la sortie des phytos, parce que ça reste un enjeu important pour les générations futures. On ne peut pas rester dans le débat un petit peu larvé de la société. Et donc, on gère ça dans le projet de la Dream Team ABC. Pourquoi on regarde ça? Parce qu'on s'est rendu compte que la prairie, c'était finalement le seul système productif propre sans pesticides. Et donc, comme on a un super système environnemental avec la prairie, eh bien, l'idée, c'est de copier la prairie pour faire du blé, du maïs, de l'orge, en fait, toutes nos grandes cultures céréalières. Alors, c'est sûr, on ne fera pas des patates, mais bon, ce n'était pas trop notre sujet. Hein. Et donc, cette idée nous paraît intéressante. La prairie restaure les sols, elle est quasi en adéquation avec tous nos paramètres, protéines, climat, biologie, etc. Et donc, on se rend compte que quand on a commencé à travailler ce sujet-là, un des leviers le plus important pour la réussite du désherbage et de la maîtrise des phytos, c'est l'azote et notamment les formes d'azote. Et ça nous a été donné par tous les savoir-faire qu'on a récupérés via l'oxydoréduction, où on commence à comprendre que l'oxygène, c'est ce qui nous sème la zizanie, c'est un poison pour les plantes, en gros. Et donc, ça nous donne des bons itinéraires techniques de culture et des principes de désherbage où on a mis un petit trait d'union entre bio et logique pour faire biologique. C'est la logique de fonctionnement de la prairie multi-espèces pour les céréales qui doit revenir mettre en place de la biologie et du désherbage. Donc, on travaille avec des plans de campagne, on travaille avec un projet qui est enherbé pour désherber, on s'intéresse aux plantes bioindicatrices, etc. Donc, on a tout un tas de méthodes qui se mettent en place avec l'oxydoréduction et les bonnes formes d'azote pour gérer ces fondamentaux de la vachereuse. Et puis du coup, ben, je vais laisser un petit peu la parole à, à Pierre parce qu'il va nous présenter la suite avec Arthur. Je pense qu'on a assez causé, puis après, il y aura la place aux questions, il n'y a pas de souci. Oui, ça marche. Merci, Conrad. Alors, du coup, ouais, je reprends un peu la main avec Arthur. Donc, l'idée, c'était de présenter un peu plus, on va dire concrètement, ce qu'on fait, nous, les techniciens, à la vachereuse. Donc, toujours sur ces grands principes de la vachereuse, comment on les met un peu en application, sur les fermes. Donc, souvent, les fermes d'élevage, on s'intéresse, mine de rien, on va dire, d'abord au sol dans une réflexion globale, on va dire. Donc, c'est pour ça que là, on va parler d'abord du sol. Donc, l'idée même en élevage, c'est d'avoir un sol de bonne qualité. Donc, tout d'abord, pour le sol, la partie vraiment agronomique, et quand on démarre sur une ferme, dans un objectif d'autonomie, on vient calculer le bilan fourrager. Donc le bilan fourrager, il vient faire la balance entre les UGB qui sont présents sur la ferme, la SAU, le potentiel de production des parcelles. Et donc ça vient faire une balance et on sait un petit peu où on est. Si on est sur un système qui doit être très intensif sur les parcelles pour être autonome ou qui a un peu plus de marge avec une grande surface par rapport au nombre d'UGB, quoi. Donc ça, c'est vraiment la base. Et donc après, ça se suit par une réflexion un petit peu sur l'assolement et la succession des cultures qui sont bien adaptées du coup, au pédoclimat. C'est le troisième point. Le deux et troisième point, ils vont souvent très ensemble. L'idée, c'est de trouver des cultures avec l'agriculteur qui vont bien chez vous, quoi. L'idée, c'est de faire des cultures productives pour pouvoir nourrir tout le monde, quoi, les animaux, le sol et d'autres si on est très bon, on va dire, ou on a le potentiel.
Et donc, en fonction du pédoclimat, on adapte un petit peu les cultures, quoi. Si on est sur des sols plutôt argilo-calcaires avec voilà, des climats séchants, par exemple, certains agriculteurs savent très bien gérer de la luzerne, et ben, c'est des cultures qui sont très productives et qui sont capables de ramener du coup des fourrages verts pour l'autonomie en protéines en élevage, quoi. Donc ça c'est un exemple. Mais voilà, il y en a d'autres. Il y a le système double culture qui est très pratiqué ici sur la ferme d'Anton, donc avec maïs métail, qui est très performant sur la production de biomasse à l'année, quoi. Mais par contre, il n'est pas possible partout, quoi. Donc voilà, on adapte un petit peu les systèmes de culture en fonction en fonction des différents systèmes, quoi. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes potentiels de production. Donc voilà. Ensuite, on vient travailler beaucoup sur la fertilisation. L'idée, c'est donc dans un système où on veut des végétaux qui soient très productifs, la fertilisation et qui va de pair un petit peu avec la fertilité du sol. On essaie de travailler sur une bonne fertilisation, un sol très équilibré. Et c'est pour ça notamment qu'on travaille avec les analyses de sol Kinsey-Albrecht, qui sont des analyses de sol juste plus précises sur les éléments de la CEC, les oligo-éléments. C'est pour pouvoir savoir où on est. Et le fait de bien fertiliser ces champs, on sait que ça vient faire des cultures productives, mais c'est aussi bénéfique pour tout ce qui est humification, stockage de carbone dans les sols. Donc voilà, c'est un ensemble et par cette fertilisation, il y a bien sûr la quantité de fourrage ou de culture qu'on produit, mais il y a aussi la qualité, quoi. Comme on travaille le plus en autonomie possible, c'est d'avoir des fourrages de qualité. Et là, Arthur sera content après, quand on a des fourrages de qualité, c'est plus facile de faire des rations, quoi. Donc c'est vraiment l'idée aussi. Et voilà, pour boucler un petit peu sur la couverture des sols, donc on travaille bien sûr sur les couverts végétaux, les métayers. Donc là, notamment, on travaille cette année encore plus sur les couverts végétaux pour essayer de trouver déjà on travaille depuis plusieurs années, mais bien adapté. On sait que, enfin, comme disait Conrad, les sécheresses sont de plus en plus récurrentes, donc savoir faire des couverts végétaux même en conditions de sécheresse, avec les bons ITK, voilà, la bonne fertilisation et surtout les bonnes espèces, quoi. Donc voilà, on travaille un petit peu avec Seedler Concept en partenariat pour essayer de chercher les bonnes espèces qui iraient aux bons endroits, quoi, pour les couverts et pour les métayers, quoi. Donc voilà un peu ce qu'on fait globalement. Et là ensuite, c'est un exemple du coup d'itinéraire technique que sans doute un certain nombre d'entre vous ont déjà vu, quoi. Ça, c'est un résumé du coup d'un ITK. Là, c'est un blé associé avec une légumineuse. Donc je vais peut-être pas détailler, enfin je vais pas détailler tout l'ITK, mais l'idée c'est de voilà d'avoir une réflexion globale sur le comment on peut gérer un système donc dans un objectif de rendement élevé hein, voilà, pour la production, enfin, c'est pour aussi le revenu, comme disait Conrad tout à l'heure. Et c'est de sortir des phytos et baisser, supprimer le travail du sol. Ça, c'est les grands objectifs pour toutes les cultures. Et là, notamment sur une céréale, on comprend assez rapidement pourquoi on a ces objectifs. Donc là, on a remis la frise de l'itinéraire technique des cultures. Donc, comme disait Conrad, à la vacheuse, on essaie de beaucoup anticiper. Donc, déjà avant le semis, on réfléchit à la fertilisation, fertilisation organique, fertilisation soufrée. Voilà, on s'adapte un petit peu selon les types de sols, avec des types de soufre qui peuvent être différents. Mais l'idée, c'est de bien préparer ces parcelles à l'automne, la fertilisation organique. Et voilà, soufrée, ça se présente assez bien aussi ici. Ensuite, je ne sais pas si je détaille tout, mais bon, voilà, on sème les céréales. Nous, on conseille plutôt assez tôt pour les semer en bonnes conditions. Ça se confirme bien cette année. Plutôt assez dense pour couvrir le sol au maximum. Et voilà, bon, là, les légumineuses, c'est marqué de 5 à 30 kilos. Donc, c'est très large parce que selon les espèces qu'on implante, ça va pas être les mêmes quantités. Donc, sur un trèfle, on sera plutôt à des faibles quantités. Et sur une luzerne, on peut monter jusqu'à 30 kilos, quoi. Dans un objectif, toujours pareil, de densité végétale pour voilà, avoir le moins on va dire, d'adventices possible et le plus de production de fourrage ou restitution au sol pendant l'été, quoi, de la légumineuse. Donc c'est pour ça que c'est des semis qui sont toujours assez denses. Et ensuite, donc dans une stratégie de sortie des phytos, on essaye de travailler toujours dans un redox plutôt bas. Donc c'est pour ça que c'est le plan de fertilisation qui est assez adapté pour ça. Donc là, on a par exemple les oligo-éléments avec la similka santé, du cuivre du bord pour la céréale, c'est toujours important.
On peut gérer les pucerons, voilà, avec un peu de savon noir si on en a à l'automne. Et ensuite, sur la partie sortie d'hiver, donc toujours de l'azote, comme disait Conrad aussi, essayer la moins oxydante possible. Un peu de soufre, vraiment au début du printemps pour, on va dire, oxyder un petit peu, mais dans des conditions froides et humides. Donc voilà, là je me contredis un petit peu dans ma phrase, mais ça dépend des conditions toujours. Dès qu'on sort de l'hiver froid et humide, on a le droit d'oxyder, on va dire, un petit peu pour minéraliser un peu plus vite et on va dire, voilà, réveiller un petit peu nos plantes. Et ensuite, dès qu'on va sur la période plutôt printemps-été, là, on essaie de réduire au maximum. Donc, avec encore des oligo-éléments, des extraits de plantes. Voilà, le N8 qu'on a testé cette année chez différents agriculteurs. Euh, donc voilà un petit peu pour essayer de... Cet ITK-là, c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est pour se dire que là, comme disait Conrad en début, on a quasiment réussi à se passer des fongicides et des insecticides. Il reste encore le désherbant. Donc ici, il y a quelques désherbants qui apparaissent. Là, c'est plutôt un ITK pour un conventionnel. Donc avec des petites doses pour gérer la légumineuse. Mais on voit qu'on arrive presque à s'en passer, mais c'est pas encore tout à fait bon. Mais c'est pour ça qu'on travaille encore là-dessus et avec Miguel, avec la Dream Team ABC. Et juste pour finir pour cette ITK, analyse de terre et analyse de sève peuvent compléter un petit peu le diagnostic pour ajuster au mieux les apports qu'on vient faire sur les parcelles, quoi. Donc, bon, bah, pour faire une transition, on a déjà vu cette diapo-là tout à l'heure, mais c'est juste pour faire la transition avec l'aspect ration. Là, c'était un ITK qui est plutôt céréalier, on va dire, mais l'idée à la vache heureuse, c'est bien de produire et des céréales et des fourrages pour les vaches. Donc voilà, Conrad a présenté tout à l'heure le besoin fourrager que nous, on prend justement pour faire notre bilan fourrager. Et donc voilà, les deux assolements possibles pour produire en autonomie des fourrages. Voilà pour les rations. Et je vais laisser Arthur parler plus précisément des rations du coup. Ouais. Donc, comme on l'a dit, à la vache heureuse, il y a deux piliers principaux. Le premier, dans l'ordre, c'est les sols vivants. Donc ça, c'est le travail de Pierre quand il arrive en élevage. Il met tout en œuvre, l'assolement, la fertilisation, etc., pour redynamiser les sols. Et grâce à son travail, ça me permet, moi, d'avoir des fourrages qui sont dans les silos de très bonne qualité. Et donc, du coup, ensuite, de pouvoir formuler, de pouvoir créer ces fameuses rations autonomes. Donc, j'aimerais bien quand même faire un petit point au niveau du contexte. Il faut savoir que la ration autonome que Anton et Conrad ont créée, elle a été faite pendant la période de la crise du lait. Et donc, l'idée pendant cette période-là, bah, comme la conjoncture n'était plus du tout la même qu'aujourd'hui, à savoir un prix du lait qui était très bas et des charges qui étaient quand même élevées, même si aujourd'hui les charges sont quand même élevées, mais le prix du lait est quand même plus haut. L'objectif de cette ration autonome-là, c'était d'arrêter d'acheter des intrants, d'être le plus autonome possible, voilà, de ne plus dépendre des autres marchés. Et donc, du coup, Anton et Conrad sont venus à cette ration autonome. Donc, cette ration autonome, donc, l'objectif, c'est d'apporter la MAT et la cellulose brute par les fourrages verts, donc que ce soit de la luzerne ensilée, des métayes ou bien même de l'herbe qui va très bien également. Donc c'était d'apporter cet azote par les fourrages verts et non plus par les tourteaux. Donc comme on le voit sur la ration conventionnelle, c'est marqué 20% de tourteaux de soja et c'est dans ces 20%-là que les coûts peuvent être très variables et qui des fois impactent réellement la marge par vache par jour. Et c'est aussi ce qu'en Conrad avait dit juste avant. Et du coup, l'idée, c'est d'amener l'AMAT par les fourrages verts et l'énergie, la concentrer par la voie céréalière. Donc ça peut être du blé, de l'orge, du maïs, ou bien même du blé, du maïs comme nous on fait chez Anton, soit en céréales, ou alors on peut aussi l'amener en maïs épi. Mais l'idée, voilà, c'est de... Parce qu'il faut savoir que la vache a quand même une capacité d'ingestion, et donc du coup, c'est d'amener le plus d'azote possible avec les fourrages verts et de concentrer l'énergie. Qu'avant, le système, c'était d'amener l'énergie par le maïs en silage. Donc du coup, c'est une fibre qui est beaucoup moins digestible que les fourrages verts. Donc on encombre quand même la panse des animaux. Et donc pour amener l'azote, on est obligé de l'amener de manière très très concentrée, donc par le tourteau pour rééquilibrer ça et faire une ration équilibrée pour le besoin de la vache laitière, à savoir à 0,94, 0,95 UF et à 15 à 17 de MAT. Donc voilà. Donc cette ration-là, elle a été créée pendant la période de crise et c'est important de comprendre pourquoi elle a été créée, comment elle a été créée. Et il faut que tous les éleveurs, enfin c'est mon objectif à moi et l'objectif de la vache heureuse,
d'amener tous les éleveurs vers cette ration autonome-là, qui le sait. On a plein d'éleveurs qui le font, même nous à la vache heureuse, on le faisait, permettre de produire au minimum si les fourrages sont digestibles, qu'il y a des bonnes valeurs. Mais ça, après, c'est le travail de Pierre qui réussit très bien avec ses ITK, etc. De faire 25 litres de lait en pure autonomie, c'est possible. Nous, à la vache heureuse, on arrivait même à faire 30 kilos de lait. Donc voilà. Donc, tu peux passer, Conrad, le diapo. Et donc, du coup, une fois qu'on est arrivé à faire la ration autonome à 25 litres de lait, en fonction de la conjoncture, eh ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est rentable ou pas d'augmenter la production? Donc, nous, à la Vache Heureuse, la ferme pilote du Moulin Guérin, donc, qui est gérée par Anton et Adrien, et moi, je participe aussi pour le troupeau, on est allé chercher la plus haute productivité pour augmenter la rentabilité économique de l'exploitation. Par contre, la base, c'est que tout le monde sait faire cette ration à 25 litres en autonomie. Et donc, du coup, pour aller débloquer et après aller chercher la plus haute productivité, donc nous, par exemple, sur la ferme pilote de la vache heureuse, on produit aujourd'hui 40 litres de lait par vache. Et ben, on a optimisé. On a optimisé la ration. On a concentré en énergie, on a concentré en azote. Et après, c'est des leviers qu'il faut lever et qu'il faut lever intelligemment pour garder cette rentabilité-là dans les fermes. Et donc voilà les démarches de progrès qui sont mises, optimiser, s'adapter, ça permet de performer et surtout l'intérêt c'est de maîtriser les risques. Donc voilà. Donc et puis ensuite moi mon travail, donc du coup là c'est bien ce que je vous dis qu'il faut que tout le monde sache faire la ration autonome à 25 litres, qu'on peut aller performer en allant plus loin. Et moi mon intérêt à la vache heureuse c'est de vous guider, vous accompagner vers une haute rentabilité. Et donc pour ça je suis équipé aujourd'hui d'un super calculateur de ration. Donc on travaille avec MG2Mix. Donc MG2Mix, on a déjà fait des visios avec eux. Donc c'est une firme service qui nous ont mis à disposition un super calculateur qui est beaucoup plus précis que l'ancien avec lequel on travaillait. Donc moi, ça me permet vraiment d'aller loin dans la démarche de la nutrition, d'équilibrer l'azote, les protéines, les oligoéléments, les macroéléments, les acides aminés. Ça me permet vraiment de vous fournir un travail très précis et d'augmenter votre rentabilité. Et donc moi, je vais travailler là-dessus. Donc avec mon calculateur, je vais travailler sur les équilibres des fourrages, sur les équilibres, si on veut aller chercher un peu plus de production, les concentrer. Mais je vais aussi travailler, et ça c'est un nouveau volet qui s'est développé à la vache heureuse, sur la minéralisation. Parce qu'on s'est rendu compte, et même nous à la vache heureuse, sur la ferme pilote, que la minéralisation dans les fermes, bah, au final, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui savait. Si vous regardez vos techniciens, vos conseillers, bah, il n'y en a pas vraiment qui savent vous conseiller sur la minéralisation, alors que pourtant c'est quand même un point crucial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos vaches laitières, bon, bah, celles qui font un petit peu moins de production, 15, 20 kilos, elles sont un petit peu moins impactées, mais des vaches comme les nôtres, qui font plus de 35 kilos, on est même à 40 kilos, ou non, même à 30 kilos, c'est quand même des vaches, c'est des Formule 1. Donc ces vaches-là, faut leur donner leurs besoins en oligo, en macroéléments, sinon après, on peut avoir de grandes répercussions sur la santé des animaux. Et donc, du coup, moi, je me suis formé avec MG2Mix et avec Anton et Conrad sur la minéralisation. Et donc, du coup, j'arrive aujourd'hui à formuler des minéraux à la carte pour vos exploitations. Si j'ai une exploitation avec une ration autour de 30 kilos, eh ben, je peux formuler un minéral à la carte pour répondre aux besoins de la ration. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant au quotidien dans mon métier parce qu'on arrive vraiment à faire du travail de qualité et de performer avec nos rations autonomes et d'améliorer l'économie de nos agriculteurs. Donc voilà ce que je peux dire sur ce que je fais. Je ne sais pas si Conrad, tu veux rajouter quelque chose. À son micro. T'as pas ton micro, Conrad. Voilà. Non, je trouve que c'est bien parce que c'est le côté qui nous manquait. C'est une réflexion que Anton a depuis quelques années, puis que finalement, on a décidé d'embrayer. Ouais. Non, non, ça va bien. Et on va bien voir dans un an où nous sommes. Je pense dans un an, on va avoir déjà beaucoup plus des très bons résultats. Ils ont déjà commencé. Mais... Ouais. Et puis, ce qui était un petit peu aussi dans les analyses de cas, c'est qu'on a peu de nutritionnistes terrain qui maîtrisent nos rations autonomes. Hein, c'est ce qu'on voit, ça patine toujours. Et avec les nutritionnistes, ils ont tendance à toujours remettre du maïs en silage, alors qu'on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Parce que plus vous avez de maïs en silage, plus vous reprenez du risque avec trop de tourteaux à la fin, si vous voulez.
Donc, il y a toujours ce débat-là qui est géré. Et je pense que non, pour moi, je suis très, très content de ton travail, Arthur. En une année et demie, tu as fait des progrès énormes. Donc, c'est un très, très bon signe pour la suite. Du coup, je voulais terminer un petit peu tous ces bons voeux de 2024 en vous reprécisant le projet central de l'agriculture qui démarre, c'est celui de créer ensemble l'agroécologie. Et l'agroécologie, c'est un mot formé de trois particules qui nous viennent du grec. L'agro, c'est ager ou agros, c'est le champ du paysan. Donc, on va se mettre dans des champs. Le mot intermédiaire éco, c'est pas l'économie, c'est oikos en grec, c'est le champ est une maison. Et du coup, en mettant cette formule-là en place avec l'étymologie du mot, on sait que notre champ maison, il va héberger une très très forte biodiversité qui a besoin d'une ration et qui est capable de faire pousser des plantes en grande quantité toute seule. Exemple, un arbre pousse tout seul avec zéro intrant. Et donc, pour nous, il faut rajouter la connaissance et la science, c'est le logos, le logis du mot agroécologie, pour comprendre comment fonctionne ce champ maison avec sa biodiversité dedans. Et on fait le pari que c'est ça qui va nous donner un très, très gros avantage dans l'acte de production, parce que finalement, dans la nature, le produire, consommer, recycler, ce cycle de durabilité, en fait, il est gratuit quelque part. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas bien dans la capacité à produire des plantes et des sols et aidés par la biologie. Donc, on ne fait que démarrer un très, très, très gros travail parce que le côté baisser les charges, c'est faire le pari de la grande productivité avec le moins possible d'intrants, exactement comme on essaye de le faire avec la ration autonome et les vaches, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour performer le maximum possible la productivité du végétal. Et ça nous permettra de tenir nos projets économiques. Donc voilà un petit peu les vœux pour 2024, le gros travail qui est engagé. Et puis, ben, place aux questions.